Mesdames, Messieurs, les titres de ce grand journal. Moscou et Alger renforcent leur coopération alors que la Russie continue d'être dans le viseur de la classe internationale. Une coopération qui rentre en droite ligne avec la volonté de Moscou de garder des rapports corrects avec les États africains. Et puis, toujours dans ce journal, au Cameroun, recouvrement forcé de cotisations. La Caisse nationale de prévoyance sociale affiche son impatience normale. Environ 16 000 employés peinent à être pris en charge. Et pourtant, en date du 3 août 2021, le directeur général, Mekulu Vondo Akam, invitait tout employeur à faire preuve de transparence. En sport, enfin, toujours dans ce grand journal, le Cameroun a effectivement déposé sa candidature pour accueillir les Jeux de solidarité islamique en 2025. La Fédération de solidarité islamique a démarré une visite d'inspection qui s'achève le 11 mai prochain. Stades, hôtels, hôpitaux et infrastructures routières seront passés au peigne fin. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Le déroulé, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être connectés sur For You Télévision. Démarrons ce journal en parlant des accords qui se renforcent du côté de l'Algérie. On parle de la Russie au cours d'une visite en territoire algérien qui s'est achevée le 9 mai 2022 par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Moscou s'est assuré du soutien d'Alger dans la guerre énergétique qui l'oppose à l'Europe. Une visite qui intervient justement au 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Plus de détails, c'est dans cet élément que signe Bala. D'après les premières informations partagées dans les journaux sénégalais, il s'agit notamment de l'alliance électorale nouée par la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi que celle de l'opposant Ousmane Sonko, signée dans la nuit du 8 au 9 mai dernier. Cet accord conclu pour les législatives censées se tenir le 31 juillet prochain est une stratégie bien élaborée qui a pour objectif de multiplier les chances d'être élu, de contrôler la coalition présidentielle et bien évidemment d'éviter une réelle concurrence entre partis de l'opposition. C'est donc dire que cette alliance partielle entre ces deux partis constitue un véritable coup politique, car d'une manière ou d'une autre, elle concrétise un pas important vers la réalisation du projet d'imposer une cohabitation politique au niveau de l'Assemblée nationale lors de la 14e législative. Un projet visiblement encouragé et nourri par le responsable de la coalition, Yehui Askan Hui, afin de barrer la route à une possible troisième candidature de l'actuel chef de l'État. Cependant, il faut préciser que malgré cette prouesse réalisée à travers la mise en place de cette alliance politique, les deux grandes coalitions politiques de l'opposition ne sont pas tout à fait hors de la zone de turbulence. Il leur reste encore beaucoup à faire sur la route des prochaines législatives, dont la première est certainement le choix de la tête de la liste nationale. Une stratégie tout de même applaudie par de nombreuses politiques africaines, qui encouragent les opposants sénégalais, qui ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir aspirer une victoire ou une représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Une stratégie pas très commune en Afrique. Nous étions au Sénégal après plus d'une semaine où les deux plus importantes coalitions de l'opposition du pays ont signé un accord. Il s'agissait de signer cet accord pour les prochaines législatives, une stratégie pas très courante en Afrique. Un reportage signé Bala. Revenons donc sur cet élément que je vous annonçais en titre tout à l'heure. Eh bien, l'Algérie a signé un autre accord, ou du moins a renforcé ses accords de coopération avec la Russie, un événement qui arrive au moment où le contexte actuel met la Russie face au monde, mais surtout dos au mur. Reportage Bala. C'est par un accueil chaleureux que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été reçu le mardi 10 mai 2022 en Algérie
par le président Ramtan Tebboune. Loin d'être une visite de courtoisie, cette présence russe en territoire algérien intervient au moment où, dans sa quête de sources d'énergie alternatives en raison du conflit russo-ukrainien, l'Europe se tourne également vers l'Algérie en quête de sources énergétiques. Dans l'optique de renforcer leur coopération après un échange tenu entre les deux hommes politiques, le ministre Sergueï Lavrov n'a pas manqué de confirmer leur intérêt pour la préparation des nouveaux documents stratégiques avec l'Algérie qui marquera le passage de la coopération à un niveau supérieur. Il a par ailleurs précisé que de nombreuses entreprises russes sont intéressées par la mise en œuvre d'un projet commun avec des partenaires algériens dans divers domaines, notamment l'énergie, les ressources minérales, l'exploitation et les produits pharmaceutiques. Précisons que l'Algérie, exportateur de gaz de premier plan, fournit environ 11% de gaz consommé en Europe et 47% de gaz consommé en Russie. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plusieurs pays cherchant à réduire leur dépendance des livraisons russes se sont tournés vers l'Algérie, principal allié de Moscou, dans sa stratégie de coopération avec les États africains, mais qui ne dispose que d'une capacité très minime pour augmenter ses exportations. Interrogé sur les livraisons de gaz en Algérie, Moscou a déclaré que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint 3 milliards de dollars l'année dernière, ce malgré la pandémie de coronavirus. Rappelons que cette visite intervient alors que les deux pays marquent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Rendons-nous en Haïti à présent où au moins 148 personnes ont perdu la vie dans un massacre. Il s'agit d'affrontements entre gangs rivaux, des actes qui ont été qualifiés par l'Association des droits et défense des droits de l'homme en Haïti d'actes inouïs et de méchanceté macabre. Reportage P. C'est la terreur qui règne ces dernières semaines dans le nord de la capitale haïtienne. Au moins 150 personnes ont été tuées entre fin avril et début mai lors des affrontements entre deux gangs rivaux. Les victimes ont péri par balle ou à l'arme blanche. D'autres ont été brûlés vifs à l'intérieur même de leurs maisons incendiées et dans les rues avec des pneumatiques. Les femmes et les filles, quant à elles, ont été assassinées pour la plupart violées avant de perdre la vie. Un massacre d'une cruauté inouïe que décrit l'Association de défense des droits humains haïtienne qui ont témoigné de l'existence d'une fosse commune, de 30 cadavres enterrés par l'un des gangs, car les corps abandonnés en pleine rue, sous le soleil, entraient en décomposition. D'autres corps ont eux été jetés par les auteurs des meurtres dans des puits et des latrines. Au moins 9000 habitants de ces quartiers, devenus le théâtre de cette guerre de gangs, ont fui leur domicile et se sont réfugiés dans des sites temporaires tels que des églises et des écoles. Depuis 2021, les autorités ont déjà perdu le contrôle du seul accès routier qui relie Port-au-Prince à la moitié sud du pays. La route nationale est totalement sous l'emprise de ces hors-la-loi. Le gouvernement haïtien ne s'est pas encore exprimé sur cette situation qui place la capitale en état de siège, empêchant toute sortie sécurisée par la route vers le reste du pays. Si un calme règne actuellement, il n'en demeure pas moins que dans cette banlieue du nord de la capitale haïtienne, bon nombre des habitants ne sont pas encore rentrés chez eux par peur de reprise de violence. Parlons à présent de la CEMAC, où 6 pays du club de la CEMAC, pour avoir dépassé le montant des avoirs tolérés au sein des banques extérieures. Des résidents de la CEMAC sont appelés à accélérer le rapatriement des fonds détenus à l'étranger. Une décision soutenue par le comité de pilotage des réformes économiques et financières. Plus de détails, c'est dans cet élément que signe Foot Dédi. Cette nouvelle invitation s'inscrit dans le cadre de la reconstitution de la réserve d'échange. Elle concerne aussi bien les États que les entreprises publiques. De plus, ce rapatriement contribuera à soutenir le financement des économies nationales, car un rapport de la Banque des règlements internationaux soutenu par le FMI a estimé
que les fonds détenus par des résidents de la CEMAC dans des banques étrangères s'élevaient à environ 5 milliards de dollars, soit près de 2 897 milliards de francs CFA à fin 2017. Ce volume de fonds est pratiquement le double du budget d'investissement public de l'État du Cameroun pour l'année 2022. Selon l'institution de Bretton Woods, certains signes laissent penser que d'importants dépôts sont effectués à l'étranger par des résidents de la CEMAC, ce qui n'est pas probablement tout à fait conforme à sa réglementation d'échange. Celle-ci exige alors que les fonds détenus par les résidents de la CEMAC dans des banques étrangères soient d'un montant limité et puissent être justifiés par exemple par le financement d'importations anticipées ou le service de la dette à court terme. Une requête déjà formulée au sortir de la session du comité de pilotage du PREF-CEMAC tenue à Douala en décembre 2021, mais qui n'a pas été suivie. Ce qui justifie cette nouvelle interpellation qui peut laisser penser à une certaine réticence à se plier à cette exigence pourtant édictée par la nouvelle réglementation de change. Dans l'actualité nationale, l'opération recouvrement forcé est effective et commence à faire grincer les victimes au sein du pays camerounais. En effet, depuis 2016, plusieurs entreprises cumulent des arriérés de cotisations sociales, faute d'édit. Dans cet élément, nous en dit plus. La CNPS siffle la fin de la récréation pour les employeurs insolvables. Ces patrons véreux qui prennent un vilain plaisir à ne pas assurer la sécurité sociale de leurs employés ont commencé à payer le prix fort de leur manque d'honnêteté professionnelle à travers une opération de recouvrement forcé des cotisations sociales que vient de lancer la CNPS. C'est donc un toilettage qui vise de nombreuses entreprises dont certains patrons prélèvent effectivement les cotisations sociales sur les salaires des employés sans pour autant les reverser à la CNPS, qui a donc usé déjà de beaucoup de patience. Car l'on se souvient que dans un communiqué daté du 3 août 2021, M. Mokulu Vondorakame, le directeur général de la CNPS, a invité déjà tous les employeurs et personnes concernées à s'acquitter dans les meilleurs délais de leurs dettes ou à solliciter un aménagement des modalités de paiement y relatifs. Une interpellation qui visiblement n'a pas suscité beaucoup d'intérêt auprès des employeurs, d'où le recouvrement forcé au regard de l'ampleur du phénomène. En effet, selon les données de la CNPS, seulement 7 000 sur 30 000 entreprises actives sont à jour du paiement des cotisations sociales de leurs employés. Résultat de course, le Fonds public de pension affirme avoir quasiment 16 000 assurés sociaux qui ne peuvent pas être pris en charge du fait que leurs employeurs sont lourdement endettés auprès de la CNPS. À titre d'illustration, les arriérés de cotisations sociales réclamés par la CNPS dépassaient à peine 60 milliards de francs CFA en 2016. Fin 2020, elle se chiffrait à 201 milliards de francs CFA. Des chiffres qui donnent froid au dos. Le 26 avril 2022, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, interpellait le président sur la Sodecotton sur son mode de recrutement jugé en déphasage avec l'équilibre régional, et le directeur général de la structure refute ces accusations dans un communiqué publié très récemment. Nous dites-vous, Kondioka. Dans sa réponse du 6 mai adressée à la présidence de la République, le directeur général de la Sodecotton, Mohamed Obayero, nie toute forme de clivage ethnique dans le recrutement de ses employés. Il indique que sa structure s'est jusqu'ici efforcée de prendre en compte les exigences des équilibres régionaux et de respecter les règles de bonne gouvernance. Sachant que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, y met un point d'honneur. Toutefois, Mohamed Obayero fait remarquer que de fausses impressions issues de certaines indulgences dues à l'environnement sociologique de l'entreprise ont pu permettre que des accusations dont son équipe et lui font l'objet atterrissent sur la table de la présidence de la République. Mohamed Obayero va même plus loin en évoquant une instrumentalisation des réseaux sociaux dont l'objectif est de nuire. Il ne faut tout de même pas oublier que la Sodecotton, Société de développement du coton, est un mastodonte dans le secteur de l'agro-industrie, dans l'extrême nord, le nord et l'Adamawa,
les 3 régions septentrionales du pays. Avec près de 200 000 producteurs de coton à manager, la Sodecoton est une source non négligeable en matière d'emploi au Cameroun et est le poumon économique de la région où elle est établie. À toute fin utile, le Cameroun applique, et ce depuis 1982, la fameuse politique des quotas régionaux, encore appelée politique de l'équilibre régional. Politique encadrée par le décret présidentiel numéro 82/407 du 7 septembre 1982 et l'arrêté numéro 010-467/MFP/DC du 4 octobre 1982 du ministère de la fonction publique. Une note triste dans ce journal. Rendons-nous dans la région de l'Ouest où à Bafoussam, un jeune élève a trouvé la mort. Un élève dans la classe de l'OE6 au lycée bilingue de la ville. Jusqu'ici, son bourreau reste introuvable. Retour sur ces faits, retour sur la tragédie avec notre correspondant à l'Ouest, Foreki. François-Xavier Goda, âgé de 18 ans issu de la famille d'enfants, a été mortellement atteint hier matin vers 10 h au lieu du forêt sacré de la chefferie de Bafoussam, à quelques 100 mètres de chez eux, alors qu'il venait de finir son épreuve de biologie, comptant pour l'évaluation de cette fin d'année scolaire. On nous a appelé juste pour nous dire qu'un enfant du lycée en tenue était poignardé et qu'il se trouvait ici. Alors nous avons pris la route croyant que on pouvait sauver encore quelque chose, mais nous sommes arrivés, c'était tard. Il a composé ce matin, de 8 h à 10 h, et il était de retour à la maison, puisqu'il est poignardé comme ça à moins de 100 mètres de la maison. Non, c'est une route où il y a régulièrement les agressions. Donc, il faudrait seulement que les nouvelles passent dans toutes les télés, que personne ne passe plus par là. On peut même fermer cette route. Goda aurait discuté avec un taxeur, entre guillemets, certainement l'un de ses camarades, qui lui a arraché son smartphone, le poignardé avant de s'envoler. Quand le poignet au dos, ça veut dire que cet enfant sûrement l'agression. Parce qu'ils ont poignardé au dos. Si c'était en face, on pouvait dire qu'ils ont bagarré. Et ce qui est encore miraculeux, le téléphone qu'il avait, le numéro ne passe pas. Ça veut dire la première hypothèse, il a été agressé peut-être pour récupérer son téléphone. Selon les renseignements recueillis sur place, la victime a couru en criant au secours, venir se jeter au goudron, tout près du centre de santé intégré King Place, tout fatigué, saignant et vomissant du sang, et les gens en avaient pris peur. C'est enfin les gardiens du Razel qui sont venus le porter pour le centre de santé, mais c'était déjà trop tard. For You Media présente les condoléances à la famille durement éprouvée. En effet, des scènes de rixe se multiplient entre jeunes adolescents. Et comment comprendre ce silence qui s'apparente à l'acceptation de ce fléau au Cameroun? Je vous propose d'écouter cette analyse signée Sorel Ntiama. Je parle de ce dont le peuple, je parle pas, je ne vois pas. Moi je te vois. Moi je te vois. Qui tu es? Faites ça, Une question, mais que se passe-t-il au Cameroun? Une autre question, où est-ce que nous avons péché dans leur éducation? Une dernière question, comment peut-on sortir de cette impasse? Car oui, nous semblons être dans une impasse. Plus d'une semaine, ne pas sans entendre qu'un jeune a été poignardé ou a poignardé un autre. On se croirait dans un film d'horreur dans lequel l'on peine à se réveiller. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a ouvert les yeux, un élève du lycée bilingue de Bafoussam, François-Xavier Fouda, qui s'est vu transpercé dans le dos par un poignard, c'était dans un buisson près de la chefferie de Bafoussam, hier, sur le chemin de retour à la maison. Si ce n'est pas en milieu scolaire, cela ne s'éloigne pas, car selon nos sources, le jeune a subi une embuscade de son camarade alors qu'il rentrait des cours. Plusieurs jours auparavant, à l'est du Cameroun, un autre collégien piquait son camarade d'un compas. Dans le sud, tout un établissement a été paralysé par une salle de classe qui réclamait justice, du fait de la perte d'un des leurs à cause d'un couteau d'un autre élève. Et le cauchemar est loin d'en être à ses débuts. S'ils ne s'agressent pas entre eux, ils le font à l'encontre des enseignants. Et là, ça vit parfois à l'horreur.
Pourtant, malgré ces nombreuses scènes de dérive, le gouvernement reste bouche et dents cousues. C'est à se demander si l'on ne se confronte pas à un sentiment d'impuissance face à une jeunesse recalcitrante. Il y a eu quelques décisions, certes, mais rien de suffisamment impactant pour donner le ton d'un changement. Quelles sont les propositions des ministères de la jeunesse, de l'éducation de base, des affaires sociales et surtout des enseignements secondaires pour pallier à ce genre d'attitude? Pourquoi ne pas s'associer conjointement pour proposer des aspects de réforme ou des solutions progressives? Pourquoi ce sentiment de manque toujours aussi persistant? Des questions, toujours des questions, d'autant que le rôle des parents n'est pas non plus à négliger. Toutefois, ne serait-il pas possible d'adjoindre pour une lutte conjointe contre cette pandémie qui mine les jeunes de nos jours? Ces jeunes qui sont appelés le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, appelez-les le fer de poignard. Non, il faut que chacun prenne ses responsabilités, car nos enfants sont un bien collectif. Ils sont l'avenir du Cameroun. Parlons toujours d'éducation dans ce journal où les mouvements OTA et OTS plombent le programme scolaire dans une circulaire du MINAT visant à surseoir les 10 mouvements. Les 25 000 enseignants réunis autour du mouvement OTA, on a trop supporté, envoient une réplique au ministre de l'administration territoriale. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Photo. Le ministre de l'administration territoriale, OTA, est un collectif de plus de 25 000 instituteurs de l'enseignement technique au chômage et tous sont des citoyens camerounais qui réclament leur prise en charge par le gouvernement. Et puisque le décret numéro 80/195 du 9 juin 1980 leur en donne droit. Par ce lot de précision, les enseignants du collectif OTA, on a trop attendu, envoient une réplique à Paul Atanganji à l'issue du communiqué dans lequel des institutions étaient données au gouverneur de région de surseoir le dit mouvement. D'après ces derniers, leurs revendications sont fondées puisque tenant compte des textes et lois en vigueur. Les qui se sont expliqués sur la situation ont véritablement raison. Parce que je veux vous dire, lorsque le président de la République instruit le Premier ministre de prendre à bras le corps le problème des enseignants en apportant des solutions urgentes. L'urgence ici veut clairement dire que le patient est presque en agonie. Et au moment où le Premier ministre est en train de travailler, dans l'optique d'apporter ce que lui-même a appelé des solutions additionnelles, le ministre de l'administration territoriale débarque là avec la machette. Ces seigneurs de la craie ne se reconnaissent pas dans ces accusations à eux portées par le patron de l'administration territoriale. Parce que quand on parle de tract, c'est un document anonyme. Les communiqués qui sont rendus publics par OTS sont des communiqués qui portent des noms, les établissements d'attache de leurs auteurs, les numéros de téléphone et les signatures. Plus encore, les intimidations, les menaces, les blâmes ne sauraient contenir l'expression de la fureur d'une colère comparable à un volcan en éruption pour plus de 25 000 citoyens. Dans un élan pacifique, ces enseignants, à la suite du chapelet de manquements relevés et qui entachent leur noble profession, ne désirent qu'une chose, leur prise en charge par le gouvernement, et ce en application du décret numéro 80/195 du 9 juin 1980 et celui numéro 2000/359 du 5 décembre 2000. Une prise en charge qui devrait être effective dans les brefs délais, car plus que 15 jours et ce sera le début des examens scolaires officiels sur l'étendue du triangle national. Un peu de culture dans ce journal. 41 ans exactement que la légende de musicienne du reggae, Bob Marley, nous quittait à l'âge de 36 ans. Jour pour jour, aujourd'hui, les adeptes de cette mélodie, ou du moins de ce genre musical, célèbrent et commémorent sa mort. Entre incompréhension et stéréotypes, Kwetu nous permet de revenir sur les faits, mais également de parler des différentes activités qui seront organisées sur le territoire camerounais. Regardez. Le monde commémore Bob Marley, la légende jamaïcaine du reggae, un rythme musical dont il est encore aujourd'hui, 41 ans après son décès, la figure de proue. Adepte du mouvement Rastafari,
né dans les années 1930. En Jamaïque, le succès musical de Bob Marley a contribué à populariser la culture Rasta et ce qui constitue pour certains l'identité remarquable des adeptes Rasta, à savoir les dreadlocks. Une coiffure ancestrale qui traverse les époques depuis l'Égypte antique, une tendance mode capillaire qui connaît son lot de préjugés, comme en témoigne ici la chanteuse Flora Wang. Au Cameroun, il y a une dizaine d'années, il y a 10-12 ans, c'était pas du tout facile. C'est vrai que c'est maintenant, on voit un peu partout les femmes, les mamans qui font des dreadlocks et tout. C'est un phénomène de mode, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Et effectivement, on me demandait souvent dans la rue si je suis sorcière. Coiffure jugée pas très hygiénique, de voyous, de fumeurs de chanvre ou encore de sorcières, les préjugés sur les coiffures locks ont la peau dure. Donc quelqu'un qui a les dreads, c'est quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui boit, qui fume, qui se drogue, qui c'est un bandit et tout. On oublie que les plus grands voleurs n'ont pas de cheveux sur la tête. Avec des mouvements. Moi j'ai toujours aimé les dreadlocks depuis que je suis petit. Mon père avait des dreadlocks, ma mère avait des dreadlocks et on me faisait toujours des dreadlocks depuis que je suis petit. Et j'ai grandi et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai pris goût à ce style de coiffure. J'ai aimé et j'ai fait de ça une identité en choisissant de garder les locks. Merci. Sport à présent dans ce journal, le Cameroun a déposé sa candidature pour accueillir les Jeux de solidarité islamique. Alors que la visite de la Fédération de solidarité islamique est rendue au deuxième jour, eh bien, les nouvelles sont bonnes pour la ville de Yaoundé qui a été choisie pour abriter ces Jeux en question. Je vous propose d'écouter ce reportage signé Nguéné pour plus de détails. Donner les garanties nécessaires d'une organisation à la hauteur des attentes, tout en honorant le choix du Cameroun comme pays hôte des 6e Jeux de la solidarité islamique. Voilà l'objectif recherché par le gouvernement camerounais au moment d'accueillir la délégation de la Fédération sportive de la solidarité islamique. Pendant plusieurs jours, les émissaires de son Altesse royale, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal bin Abdulaziz d'Arabie Saoudite, par ailleurs président du comité exécutif de la FSI, sillonne les artères de la ville de Yaoundé dans le but de passer au peigne fin les infrastructures sportives, routières, hôtelières et hospitalières. Après avoir entamé sa visite d'inspection ce 10 mai 2022, cette délégation composée de 6 membres a passé en revue ce mercredi 4 sites hôteliers hospitaliers, tout ceci dans la bonne humeur car étant porteur d'un message de paix, de solidarité et de fraternité. Après une visite de travail avec le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun, la délégation de la Fédération sportive de la solidarité islamique a par la suite été reçue en audience par le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mollet-Kambi. Les deux parties ont pu apprécier les efforts fournis jusqu'ici par le Cameroun, traduits en apothéose par l'organisation réussie de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que le succès retentissant du Championnat d'Afrique des Nations. Autant d'événements qui crédibilisent encore plus le dossier du Cameroun. Rappelons qu'au cas où la candidature du Cameroun est entérinée, le pays de Kalkaba Malboum sera le premier pays africain à abriter cette compétition multisport à laquelle prennent part uniquement les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, en abrégé OCI. Merci à vous, Nguéné. C'est d'ailleurs avec vous que nous clôturons cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. À vous qui nous avez reçus chez vous, merci. Bonsoir.
Thank you.